On va pas interdire les plans à trois, on va pas interdire l'infidélité, on va pas interdire le polyamour. Le bruit et la fureur. Rien à foutre. Nique ta mère. Madame Pécresse, c'est Madame Pinter 02. À Pinter 02, elle appellera à voter pour Emmanuel Macron. Silicon Valley en Seine-Saint-Denis, c'est plutôt la Silicon voilée, non? Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Au revoir. Eh bien non, pas au revoir du tout. Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de Divergence Politique. Mais avant de débuter, n'oubliez pas de nous soutenir et de nous suivre sur Telegram, sur YouTube, sur Spotify. Et puis plus important encore, regardez comment vous pouvez nous permettre de continuer grâce aux liens Patreon et Tipeee qui sont en description de cette vidéo. Mais tout de suite, j'ai un petit message pour vous, chers auditeurs. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Eh bien oui, la résistance aujourd'hui qui est amputée de Xavier Moreau qui est en conférence à Versailles. On le salue, le camarade Moreau. Mais on a Fabrice Sorlin, Thomas Tomasovic et notre invité aujourd'hui, Yannick Urien. Messieurs, bonjour. Bonjour. Ah, c'est un beau bonjour, ça. Alors Yannick, je te présente quand même brièvement pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient éventuellement pas. Tu es journaliste, tu es spécialisé dans la vie politique, l'économie, les tendances et les médias. Tu as collaboré à de nombreux médias d'opinion depuis les années 80, notamment le Quotidien de Paris, le Figaro, Valeurs Actuelles. Et tu as également été dans les premiers patrons d'émissions de Radio Courtoisie. Actuellement, tu collabores à l'hebdomadaire Bourse Plus et tu es également le cofondateur d'un journal local et d'une radio locale en Loire-Atlantique. J'ai bien résumé ? C'est un bon collabo. Très bien, parfait. Voilà. Ça y est, ça commence avec Fabrice. Ça commence. Et ben justement, puisque ça commence, on va commencer tout de suite avec le premier thème. La France et la bise politique. À peine nommé Premier ministre, l'ex-LR voit déjà de Darmanin à la LFI au RN les oppositions menacer la longévité de son potentiel gouvernement. Une situation donc inédite en France qui laisse au président Macron le champ libre pour gouverner seul face au petit peuple, en cas d'échec donc de Michel Barnier. Alors messieurs, la première question un peu taquine que j'ai envie de dire, c'est est-ce que les partis politiques ont encore un poids aujourd'hui en France ? Yannick, ça compte un parti politique en France ? Constitutionnellement, oui. Oui, sur le plan constitutionnel, les partis politiques ont un poids en France, puisque c'est l'Assemblée nationale qui peut faire voter une motion de censure. Donc dans l'Assemblée nationale, même si ce sont des petits groupes, des petites fractions, sont quand même des partis politiques, des députés qui représentent des partis. Donc jusqu'à nouvel ordre, ils ont, heureusement ou malheureusement, un poids. On est obligé de faire avec. Bon. Fabrice, ça compte encore un parti politique en France en 2024 ? Bon, moi, oui, comme l'a dit Yannick, peut-être pour des raisons constitutionnelles, mais en dehors de ça, on voit bien que les partis ne veulent plus rien dire. La dissolution que Macron a faite sur l'Assemblée nationale a montré qu'avec ou sans parti et avec ou sans vote d'opposition, en fait il a tout changé pour que tout reste exactement identique à ce qui se passait avant. Il garde les pleins pouvoirs. Et il les gardera d'autant mieux qu'il a investi un Michel Barnier qui a un charisme d'huître à la tête du gouvernement. En fait, Barnier va lui servir de fusible parce que là, en fait, on fait semblant de découvrir que l'économie de la France va mal. Tout le monde le dit depuis des années. Hein. On sait qu'on a plusieurs milliers de milliards de dettes. Et en fait, je pense que l'idée, c'est de cristalliser toute la colère sur un Premier ministre de façon à ce que Macron, lui, puisse continuer tranquillement à gouverner peinard dans son coin. Alors on va en parler de Macron Premier, je pense que la situation est peut-être plus complexe. Amis, je pense que la situation est peut-être plus complexe. Barnier pensait, comme tout le monde en arrivant, que la situation était peut-être à 4,5 de déficit, on serait plus proche du 7. C'est-à-dire qu'on est vraiment proche, là, réellement d'une situation à la grecque. Ouais, Thomas,
je trouve quand même, enfin, le discours notamment, par exemple, des oppositions. Alors, LFI, pour le coup, le discours est clair. Ils sont véritablement en opposition frontale par rapport à tout ce que proposera Macron. Mais le discours du RN, il est pas clair. Enfin, j'ai entendu notre ancien invité de l'épisode 2, Thierry Mariani, aujourd'hui, qui disait que de toute façon, le RN ne donnerait pas un blanc-seing donc à Barnier, mais on sent pas quand même une volonté trop de s'opposer farouchement. Bah en fait, je pense qu'ils ont une partie quand même à perdre. En fait, et s'ils essayent de trop s'opposer, en fait, ça leur convient mieux que si c'était LFI. D'ailleurs, les ministres ont été évoqués là, il y a très récemment. Il y a 7 ministres macronistes, 3 LR et 2 Modem. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans le lot, Barnier, bon, il a réussi à négocier 3 dans le lot, mais il va pas changer grand-chose. Ce matin, parce que il y avait eu aussi des informations, donc ce matin par rapport au moment autour, où Barnier, aurait pu démissionner. Bon, après, les partis, quel parti? Tous les partis sont partis, et là, on n'a plus rien du tout. Hein. Quand on regarde le résultat final, 7 macronistes et 2 Modem, on va dire que c'est la même chose, ça en fait 9 quand même sur la totalité. Et puis LR, je suppose qu'ils ont pris les plus Macron-fil, disons, dans le lot. Le RN n'a pas spécialement intérêt parce qu'ils sont pas en position de grande force, disons. Et au contraire, peut-être qu'il y aura un peu plus de LFI qui aurait la possibilité de rentrer, et je pense qu'il vaut mieux pour le RN des macronistes plutôt que des LFI. Yannick, c'est le fameux. Alors Xavier, je crois dans l'épisode 1, m'avait fait découvrir le terme de l'extrême centre. C'est ça, hein, je crois, Fabrice. Non, mais au lieu de parler d'extrême centre, au lieu de parler de tout cela, je pense qu'il faudrait parler aussi des Français, des petits commerçants, des artisans, des petits chefs d'entreprise qui sont en train de crever littéralement dans ce pays. Donc vous avez en face une bande de mecs qui foutent rien, des fonctionnaires crasseux qui sont tous à LFI, qui jouent avec leurs petits tam-tam et leurs petits gadgets, leurs pageurs là, avec leurs copains qui jouent avec leurs. Non, faut pas jouer avec ces pageurs actuellement. C'est bien beau de vouloir la révolution. C'est bien beau, mais il faut aussi penser à la France. Donc il faut quand même, malgré tout, même si on est un peu révolutionnaire et on a envie que les choses changent, on veut pas non plus que le pays s'effondre. Donc même si le navigateur n'est pas bon, même si le navigateur ne prend pas la route que l'on voudrait qu'il prenne, s'il prend une route annexe qui n'est pas la nôtre, mais qui évite au bateau de couler, peut-être qu'il faut le soutenir pendant 1 an ou 2, et après on changera la route dans 2 ans, c'est aussi aux Français. Alors là, t'es un vrai collaborateur, Yannick. On est sur divergence politique et tu nous dis qu'il faut soutenir. Excusez-moi, Fabrice. Macron premier. J'ai pas dit qu'il fallait soutenir. Ouais, en plus, surtout qu'il vaudrait peut-être pas mieux que le bateau coule pour qu'on en prenne un qui fonctionne mieux, peut-être aussi. Hein. Non, mais c'est vrai que un Mistral, par exemple. Mais on n'a pas les moyens pour l'instant constitutionnels de faire couler le bateau. Non. Il faut voir comment beaucoup de Français vivent. D'ailleurs, moi maintenant, je vais vous dire, j'ai ma philosophie. Là, je vous l'annonce pour la première fois. Je demande le rétablissement de l'esclavage comme sous la Rome antique ou sous la Grèce antique. Parce qu'en réalité, sous la Rome antique, quand vous étiez esclave, votre maître avait le devoir de vous soigner, de vous nourrir, de vous héberger dans de bonnes conditions pour que vous soyez en forme. Aujourd'hui, en France, le petit commerçant, le patron de PME qui fait ses TVA jusqu'à minuit, qui ne bouffe pas, il a une condition pire que l'esclave sous la Rome antique. Et voilà. Donc, je renvoie ma question, Fabrice. Macron premier, il est seul au monde aujourd'hui. Il ne tient plus du tout compte du peuple français. Non, mais moi, je peux pas laisser Yannick dire qu'il faut soutenir les propositions du gouvernement sur 1 an ou 2 pour lui laisser des chances supplémentaires. J'ai jamais dit ça. Mon cher Fabrice, j'ai jamais dit ça. J'ai cru comprendre que tu disais que ça serait pas une mauvaise chose, même si la boussole n'était pas identique moi j'ai compris comme toi, Fabrice. Hein, mais qu'on pouvait quand même leur accorder une chance en fait, parce que ça va être quoi la résolution du déficit de la France? Ça va être d'augmenter les impôts. La France est déjà quand même. Là il en est pas question. C'est le pays le plus fiscalisé d'Europe et voire du monde. C'est ce qu'il propose en plus. Ouais, mais c'est ce qu'il propose. Et le problème, c'est comme tu l'as très justement dit. Si c'est ça, c'est un coup de pied aux fesses et ça s'appelle une motion de censure. Les petits commerçants crèvent justement de la fiscalité. On va pas leur rajouter une fiscalité supplémentaire. Et en fait, quand je parle des petits commerçants, je parle
de 80% du peuple français. Absolument. En réalité, parce que même les ménages, les ouvriers, tout le monde crève de cette fiscalité, pas que les commerçants. Voilà, donc en fait là, ça va être quoi la solution de l'économie délirante, de la politique économique délirante de Macron depuis 7 ans? Ça va être d'augmenter les impôts. Eh ben non, ça c'est pas tenable, c'est pas admissible. Thomas, Voilà, donc, un petit mot de la fin sur ce sujet et on passe au deuxième thème. Justement, Barnier, effectivement, parlait, en tout cas, il n'occultait pas le fait qu'il puisse y avoir une augmentation d'impôts. Est-ce qu'on pourrait être, dans ce cadre-là, à la veille d'un nouveau gilet jaune, d'un nouveau mouvement populaire, en tout cas? Bah, ça dépend quels impôts ils touchent, mais dans tous les cas, on est tellement surtaxé qu'un petit peu plus, je pense que d'ailleurs c'est la rhétorique, un petit peu plus, on verra pas la différence. Et je pense que c'est vraiment ce qu'ils pensent dans leur tête. Mais oui, bon, là c'est triste, mais moi je vois un bateau, comme ça a été évoqué, on va revenir sur cette métaphore, le bateau il coule. Mais le problème c'est voir comment on pourrait l'améliorer ou du moins le réparer. C'est plutôt dans cette situation-là. L'augmentation d'impôts, c'est une possibilité, mais là, on est tellement de retard et l'augmentation d'impôts va tellement, en fait, on va pas pouvoir rentrer en bénéfice d'ici je ne sais pas combien de temps. Et en plus de ça, je prends un part avec l'émission de Cash Investigation très récente vis-à-vis de McKinsey et de Macron. C'est très intéressant de voir que justement, en fait, on va être conseillé par des multinationales qui seront là que pour s'enrichir d'un côté. Dans tous les cas, ils s'en fichent que ça coule. C'est le concept de la multinationale. Hein. Oui. Est-ce qu'on est dirigé par des gens, des PDG de multinationales qui ont... dans tous les cas, ils y arrivent mal, le bénéfice est de plus en plus profond. Ok, allez messieurs, on passe... Merci, en tout cas, je voulais dire que j'avais aucune divergence avec Fabrice et avec Thomas. Ça tombe bien. Tu pourras revenir. On passe au thème numéro 2. On passe à l'Allemagne qui rétablit le contrôle aux frontières. Alors l'Allemagne a rétabli ce lundi le contrôle aux frontières pour une période de 6 mois avec une possibilité de prolongation jusqu'à 2 ans. Quelques semaines justement après que la Hongrie d'Orban ait manifesté son mécontentement sur le sujet auprès de l'Union européenne. Alors, les nations sont-elles finalement en train de progressivement reprendre leur autonomie vis-à-vis de cette fameuse Union européenne? Fabrice? Moi, je pense qu'effectivement, les peuples européens ont pris le mur de la réalité en pleine face. Entre les sanctions adressées à la Russie qui coûtent très cher à l'Europe et le soutien financier à l'Ukraine, eh bien les économies de la plupart des pays sont en train de péricliter, de crever. Du coup, les populations sont de plus en plus mécontentes et du coup, à un moment ou à un autre, les gouvernements sont quand même obligés de prendre des mesures. Alors, tu as parlé de l'Allemagne, tu as parlé de la Hongrie, mais il y a les Pays-Bas aussi qui sont en train, pareil, de vouloir remettre des frontières en fait à l'intérieur même de l'Union européenne, parce que c'est une véritable passoire et que l'immigration coûte trop cher. Et je pense qu'effectivement, il y a un réveil, en tout cas, des populations. Thomas, ce qui est singulier dans cette histoire allemande, c'est que finalement c'est un gouvernement socialiste qui rétablit le contrôle aux frontières. En France, on dit toujours qu'on est un pays de droite, et pourtant on fait rien. Il y a quelque chose qu'on pourrait justement prendre aux socialistes allemands pour nous. Après, il y a une différence, c'est-à-dire que les socialistes français sont des communistes quasiment. Être à droite, chouïa de la gauche ou de l'extrême gauche, bon, il n'y a pas une grosse différence. En Allemagne, bon, c'est un peu plus, il y a quand même une plus grosse différence. Mais c'est intéressant de voir parce qu'en fait, on touche à Schengen, on touche à quelque chose d'extrêmement important chez les européistes, et sur tout ce qu'on a essayé de nous construire. Moi, je suis assez jeune, je vais avoir 25 ans cette année, mais on m'a toujours éduqué à l'Union européenne, à Schengen, c'est magnifique, tout ça. Et là, on est en train de tout remettre en question, toute la propagande qu'on a mis depuis des années, des décennies. On a essayé de nous instruire par rapport à ça, que tout est bien. En fait, on nous apprend indirectement que tout n'est pas rose. Surtout que c'est l'Allemagne, c'est pas rien. L'Allemagne, c'est le pays de l'Union européenne qui tient une bonne partie de l'Europe centrale et l'Europe de l'Est sous sa botte.
Bon, eux, je suis pas sûr qu'ils soient dans le même cas. Mais moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Et surtout, 6 mois, c'est pas rien, 6 mois. Entre 6 mois et 2 ans. Yannick, c'est très important ce que dit Tomasovic. C'est effectivement, on nous disait, l'Union européenne, ça va être plus de richesse pour les peuples, ça va être justement la liberté de mouvement, etc. Enfin, on était dans quelque chose on était quasiment chez Alice au Pays des Merveilles. Force est de constater qu'on est sur une Europe maintenant qui affaiblit les pouvoirs d'achat des Français ou même des peuples, pas que français. On est sur une Europe qui est en train de se renfermer, où chaque pays est en train de se renfermer sur lui-même. Est-ce qu'on est en train de vivre le début de la fin de cette Union européenne ? Avant de répondre à ta question, je voudrais d'abord féliciter Thomas et me féliciter d'entendre autour de moi des jeunes qui ont une vingtaine d'années ou qui ont une trentaine d'années ouvrir les yeux et avoir plus les pieds sur terre que leurs parents ou leurs grands-parents, des gens qui ont 60 balais ou 70 balais, qui ont été bercés toujours à la même musique. Ça a été l'Europe, c'est fantastique, et patati, et puis l'État va toujours vous sauver, la sécurité sociale, on a la meilleure du monde, et patati et patata, et puis allez vous faire vacciner, et tatati. Voilà. Et ben maintenant, on a une nouvelle génération qui est en train d'arriver et qui se lève. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis, pour répondre à ta question que j'ai oubliée, Alexis... Est-ce qu'on arrive vers la fin? Est-ce qu'on est au début, peut-être, de la fin de cette Europe? L'Europe n'a jamais commencé. L'Europe est une parenthèse dans l'histoire, comme l'Union soviétique, l'URSS, a été une parenthèse dans l'histoire de la Grande Russie. Donc l'Europe, ça a été une parenthèse dont on se souviendra dans les livres d'histoire comme un fléau migratoire, un fléau en termes de pauvreté, un fléau linguistique et culturel. Clairement. Fabrice, pas mieux. Non, mais moi je pense en fait que à force d'appliquer la politique de l'Union européenne, on voit qu'il y a une montée de ce que les médias mainstream appellent l'extrême droite, et notamment en Allemagne avec les dernières élections qui ont vu des scores records pour l'AfD. Ouais. Et je pense du coup que le gouvernement en place aujourd'hui en Allemagne a peur de cette montée-là et essaye de trouver des solutions puisqu'il n'y en a pas au niveau européen. Au niveau national, essaye d'essayer de faire appliquer une politique pseudo... Attends. On a quand même eu, même nous en France, des personnalités de gauche, zut, j'ai un trou de mémoire lamentable sur son nom, Cazeneuve, qui avait pris la parole pour dire qu'il y avait un véritable problème d'immigration en France. C'était quand même complètement inédit dans la bouche de quelqu'un de gauche. J'attends de voir concrètement comment ça va se traduire. Parce que c'est ça qui compte, les belles paroles. Oui, tu as raison. On est bercé aux belles paroles depuis 30 ans. Maintenant que le gouvernement allemand dise qu'il faut rétablir les frontières, c'est une chose. Qu'il le fasse, c'en est une autre. On verra ce qui va se passer. Et pour nous, Français, le rétablissement des frontières, c'est bien gentil. Il ne faut pas oublier aussi un autre sujet phare, qui est celui de la préférence nationale. Ça, ils sont pas très spécialistes, les Allemands, pour être honnête. Là, ils sont en train de partir petit à petit. Bon, ils en ont profité un maximum en prenant des choses comme dans les cas Alstom, etc. Mais et c'est quand même assez incroyable. Les Allemands voient la différence, mais est-ce que ce serait pas justement une volonté de mettre un petit coup à droite pour calmer les ardeurs des personnes qui votent à droite? Mais bien sûr. Ça peut être le cas. Mais bien sûr. Ils vont pas faire ça à 100%. Ça, la chose du ventre, quoi. Ces déclarations, pour moi, c'est que du vent. C'est pour essayer de contrer la montée de l'AfD, clairement. Point barre. Et du RN en France? En France, on attend d'avoir le problème, c'est que. On attend d'avoir une droite, c'est ça que tu es en train de dire? On attend d'abord, d'abord d'avoir une vraie droite anti-immigration. Bon, le FN de ce côté-là, quand même, c'est pas trop, trop revenu sur ses positions. Mais on va voir ce que ça va donner. En tout cas, en Allemagne, on en est là aujourd'hui, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il y a une véritable crainte. Okay. Ouais, mais alors il faut que les peuples soient un peu plus responsables et arrêtent d'écouter les mêmes sirènes. Oui, alors là, je pense tu fais un vœu pieux, mon très cher Yannick.
On a quand même une intoxication médiatique depuis des années pour nous expliquer que effectivement, finalement, l'immigration c'est quelque chose de positif. On a même eu des rapports, et ça c'est complètement incroyable. On a eu des rapports qui ont été rédigés par l'ONU qui encourageaient l'Union européenne à ouvrir grand ses frontières, justement afin de lutter. En fait, le concept est très simple. S'il y a effectivement une mixité qui s'organise au sein des États, il n'y aura plus de racisme, il y aura une grande communauté de gens amis qui se tiennent la main et qui vivent tous ensemble. Voilà, donc on est quand même intoxiqué depuis des années dans cette direction de. Il y a des petites avancées quand on voit par exemple le cas du Danemark qui a proposé, alors je sais pas par contre si ça a été vraiment mis en place, mais qui est pas plus de peut-être 30% d'immigrés dans des quartiers, voilà, pour favoriser la mixité, etc. Il y a quand même une différence qui se fait vis-à-vis de l'immigration dans la mentalité. Je crois que c'est aux Pays-Bas, si je dis pas de bêtises, où ils ont fait carrément les calculs pour prouver que certains types d'immigration leur ont coûté plus cher qu'ils leur ont rapporté. Il y a une différence, mais je pense que dans tous les cas, l'immigration, il y a eu une énorme immigration, en plus pas spécialement contrôlée, et qui est triste pour ceux qui viennent, c'est qu'on les met là comme ça sur le trottoir en disant bon bah maintenant ça, à votre tour vous allez devoir aller vous trouver un travail, vous vous démerdez, on vous a fait venir en plus par des bateaux qui sont payés par nos impôts indirectement. C'est bon, tout est assez incroyable. Tu penses aux subventions qui sont données à des associations qui facilitent et éventuellement qui facilitent les drames en Méditerranée? C'est ce que j'allais dire, c'est que en plus, c'est que à vouloir faire tout ça, il y a des morts qui sont dans ces cas-là parce que il y en a qui se noient, c'est tragique. Il y en a qui se noient à cause de justement des belles promesses d'ailleurs qu'ils leur vendent, par exemple dans certains pays africains, par exemple, on leur vend l'idée que l'Europe est magnifique, mais on voit déjà qu'en Europe on commence à comprendre petit à petit, même si c'est encore très loin, c'est très loin, et les générations qui arrivent ont été endoctrinées parce j'ai quasiment connu que l'Union européenne. Mais on a été endoctriné là-dedans. Je dis, ça va pas forcément être très positif dans l'avenir par rapport à ça. Bon. C'est triste pour absolument tout le monde, sauf il y en a certains qui en ont profité, c'est certain. C'est le mot de la fin sur ce thème. Je pense qu'on aurait plein de choses à revenir et on y reviendra dans les semaines à venir sur les questions d'immigration parce que c'est vraiment un sujet central en Europe. Et puis on va passer à notre troisième thème. On reste toujours sur l'international et on arrive à Trump. Trump est-il un homme en sursis? Pour la seconde fois en quelques semaines, le candidat Trump vient d'être confronté à une tentative d'assassinat, une situation qui est extrêmement inédite dans l'histoire des présidentielles américaines. Est-ce finalement le soutien de Kennedy Jr. ces dernières semaines qui lui a attiré la célèbre malédiction familiale? Quoi qu'il en soit, Trump, messieurs, est-il un homme en sursis? Yannick? Trump, d'abord, c'est un homme qui aurait pu consacrer sa fortune, sa retraite à faire autre chose. Aller faire du bateau, se balader à Marrakech, faire des parcours de golf. Et il le fait, hein. Cet homme a reçu quelque chose. Je pense qu'il le fait aussi. Oui, bien entendu, ça l'empêche pas. C'est au golf, mais il a reçu la retraite était pas oui, mais il a reçu quelque chose de divin. Quelque chose de divin, c'est son engagement politique, peut-être pour sauver les États-Unis, en l'occurrence aussi sauver le monde, arrêter toute cette guerre, arrêter toute cette folie qui nous gouverne. Et en ce sens, Trump incarne finalement, et si je vais rester dans quelque chose d'assez spirituel, en disant que Trump a reçu un message plutôt divin, s'il est attaqué en ce moment, c'est parce qu'il y a des forces du mal, il y a des gens qui veulent prolonger la planète dans le sens où elle est en train de s'orienter et qui ne vont pas dans un sens politiquement, vous m'avez compris. Yannick, tu as piqué ma transition parce que j'ai une autre question. Alors, je la garde de côté sur ces fameuses forces du mal. Je reviens vraiment à Trump, l'homme en sursis. Fabrice, comme dit Yannick, il est béni de Dieu ou véritablement c'est un homme qui marche sur le fil? Franchement, j'en sais rien. Je n'arriverai pas à répondre à cette question. Ce que je vois en tout cas, c'est que cette élection cristallise des tensions gigantesques entre deux camps qui se détestent cordialement et qui sont, à mon avis, quasiment irréconciliables. C'est celui des patriotes avec la tendance MAGA et celui des mondialistes. Et on sait en fait que déjà la société américaine est une société quand même ultra violente. Quand on regarde que ce soit
Lincoln à Reagan en passant par Kennedy, on compte pas sur le nombre d'une main le nombre d'assassinats ou de tentatives d'assassinat qu'il y a. Sauf que là, aujourd'hui, sur cette élection-là, avec la situation internationale, notamment la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza, etc., je pense que là, on arrive à une sorte de paroxysme dans les tensions de ces deux camps. Et comme Biden et Harris n'arrêtent pas de dire que Trump, s'il vient au pouvoir, eh bien, il y aura plus de démocratie, que c'est le fascisme qui va revenir au pouvoir, etc. Je pense qu'en fait, ce genre de discours affole les esprits faibles et les extrémistes, qui passent plus facilement à l'acte. Voilà. Après, reste à savoir effectivement ce que Trump fera une fois qu'il sera au pouvoir. Moi, j'ai pas une entière confiance en lui. Ceci près quand même il faut quand même lui accorder que lors de son dernier mandat, c'est vrai qu'il n'a déclenché aucune guerre. Donc, on peut espérer même espérons qu'il en termine certaines. Voilà. Thomas, il y a une question qui est un peu posée par Yannick et par Fabrice. Fabrice dit, ça peut être des déséquilibrés qui sont en fait entre guillemets victimes des messages quotidiens anti-Trump, etc. dans les médias, enfin de tout ce qui est mis pour le démolir médiatiquement. Yannick avait plutôt tendance à dire qu'il y avait peut-être des puissances ou des forces en opposition derrière. Comment c'est possible? Deux tentatives d'assassinat, en quelques semaines. Comment c'est possible? Et à ton avis, je vais pas te dire qui est derrière, mais j'ai envie de te dire quelles sont les puissances qui sont derrière, je dirais, cette oppression, ou en tout cas cette volonté de détruire le candidat Trump. Je vais répondre à la SCI, je vais dire que c'est la faute de Poutine. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Inéluctablement, de toute façon. C'est la faute des Russes. Il n'y a pas le choix, c'est sa faute. D'ailleurs, quand on voit, c'est vraiment la rhétorique. Sinon, t'es pro-russe, hein. Si tu dis pas ça, c'est que t'es pro-russe. Hein. Ah oui, c'est vrai, oui. Poutine est très méchant, oh là là, c'est lui qui, tous les problèmes du monde viennent de lui. Non, mais c'est vrai que, alors, je connais pas très bien le système, on va dire, de l'État un peu plus profond, disons, aux États-Unis. Mais, on voit bien que, bon, déjà, la première fois, il faut dire que il n'y avait pas de sécurité. C'est évident, on a tous vu les images de la femme en particulier qui était là sur le podium quand il s'est pris la balle, qui servait strictement à rien, qui ne faisait pas son boulot, plus d'autres images en particulier d'elle ou d'autres. On voyait bien qu'il y avait un problème. Mais là, c'était dans un autre cadre, c'était pas en podium, c'était une tentative. Il avait même pas tiré en plus le bonhomme, mais c'était quand même assez étrange. Sûrement que dans l'autre, dans tous les cas, les gens sont fous, hein, parce que pour en arriver jusque-là, c'est qu'on est vraiment détraqué. Mais le profil est quasiment le même d'ailleurs. Hein. Il y en a un qui était totalement pro-Ukraine, le second, là, totalement fanatique. Il est apparu dans une vidéo de promotion du régiment néo-nazi Azov ukrainien. Bref, on voit le niveau stratosphérique de ces gens-là. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas une volonté d'essayer de lâcher Trump comme ça? Mais je pense que tuer Trump ne va pas l'aider. On l'a bien vu avec Kennedy. Ça a aidé son camp indirectement. Ouais, sauf que c'est Kennedy derrière, c'est Nixon, c'est pas Nixon, c'est comment il s'appelle, le Texan, qui était son premier, qui reprend le pouvoir et qui alors que Kennedy voulait arrêter la guerre et avait plutôt une volonté politique pacifique, c'est son successeur qui reprend derrière Vance est dans la même lignée que Trump et c'est lui qui prend, et en plus avec l'exposition médiatique qu'il a eue est quand même bien. Yannick, il n'a pas son charisme. Yannick, est-ce que terminer parce que sur Yannick, ce sujet, moi j'ai une question vraiment que je veux te poser. Est-ce qu'il n'y a pas des enjeux économiques actuellement avec la guerre qui sont tellement puissants, tellement forts que Trump fait peur? Trump fait peur parce qu'il veut arrêter la guerre. Tous ces enjeux, on va pas le résumer ici parce qu'on a quelques secondes maintenant, mais il suffit de lire et de s'informer. Ça se résume de la manière suivante. Les États-Unis ont voulu toujours, non pas tuer l'Europe, mais affaiblir l'Europe. Non pas tuer la Russie, mais affaiblir la Russie. Donc, il fallait toujours créer ces sortes de guerres artificielles qui font qu'on ne devienne pas une grande puissance. On deviendrait une grande puissance mondiale le jour où l'Europe saura s'arrimer avec la Russie. On a en commun le continent, on a en commun la culture, le savoir-faire, la philosophie que l'on partage, et on a même en commun la francophonie que l'on n'a pas avec les autres, puisque le nombre, il est plus facile
si vous vous baladez dans Moscou, je l'ai constaté, c'est pas vous qui êtes à Moscou, je vais dire le contraire, il est plus facile de se débrouiller si on ne parle que français que si on ne parle qu'anglais. Voilà. Donc, cette volonté des États-Unis est de créer ces guerres artificielles pour nous affaiblir et affaiblir la Russie et leur permettre d'être toujours la première puissance mondiale. Et puis, comme on va terminer sur ce sujet et que j'ai la parole, je voudrais dire à Fabrice qu'il a dit quelque chose de très important, c'est que les États-Unis ne font plus nation, et je crois que c'est l'enjeu d'ailleurs actuel qui concerne aussi nos pays, y compris la France. On ne fait plus nation. Votre podcast s'appelle Divergence politique. On peut être en divergence quand on est en famille, quand on fait nation. On a eu un débat, par exemple, sur Michel Barnier, et quelques petites divergences entre nous. La divergence signifie quand on est en famille, quand on est nation. Aujourd'hui, comment peut-on être nation et comment peut-on avoir divergence avec des gens avec lesquels on n'a rien en commun, y compris dans notre propre pays? Des gens qui nous ont insultés au moment de la vaccination, par exemple. Regardez, des gens qui ont dénoncé leurs voisins au moment des questions d'immigration, au traité de racisme, hitlérien dès qu'on aborde ce sujet, la réduction ad Hitlerum. Sur la fiscalité, on n'a plus rien en commun avec beaucoup de gens, parce qu'en réalité, l'opinion divergence se transforme en haine de la part de l'autre. Donc il y a peut-être un modèle à réinventer, peut-être à être plus avec des gens avec lesquels on peut être en divergence. Donc à savoir sa famille. Fabrice, petite question pour finir ce podcast et ce sujet. Trump, il va aller jusqu'au bout alors? Il reste quoi? Il reste un peu moins de 2 mois. Il reste 1 mois et demi maintenant. Il va. Tu penses qu'il peut arriver jusqu'aux élections? Ah ben lui, en tout cas, je pense que plus il se fait attaquer, c'est pas un mec qui lâche. Trump, il est pas arrivé en haut de la pyramide par un coup de chance. C'est un gars quand même qui s'est fait. Bon, même si je crois que son père était déjà un homme d'affaires, n'empêche que certains fils à papa reçoivent de l'argent et ne font pas fructifier l'argent. Lui, il l'a fait fructifier l'argent. Donc, il a montré qu'il avait des capacités propres, qu'il avait une grosse volonté, et je crois, je suis même persuadé que plus il est attaqué, plus il est motivé. Donc lui, en tout cas, sa volonté, c'est d'aller au bout, bien évidemment. En plus, je pense que c'est véritablement un patriote américain, sincère. Reste à savoir, en fait, si l'État profond américain le laissera ou pas aller jusqu'au bout. Mais je pense qu'autour de lui, il a quand même beaucoup de personnes qui l'apprécient, qui le soutiennent et qui veulent le voir président. Donc, à mon avis, il doit quand même être bien entouré et avoir une sécurité propre à lui, en qui il a confiance. En espérant que personne ne tire mieux que les 2 premiers. Messieurs, on a vraiment passé un agréable moment. Chers abonnés, restez en ligne. L'émission va continuer après le générique de fin. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, n'oubliez pas de nous suivre. Je vous l'ai dit en introduction. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et surtout de nous permettre de continuer via les liens Patreon et Tipeee.